6 heures du matin, centre de la Bretagne. Bétaillère, semi-remorque ou simple voiture, tout converge vers les usines alimentaires du Menet. 2500 personnes y travaillent, 2500 emplois au milieu des Landes, mais à proximité des poulaillers, des salles de traite et des élevages de porcs. Toutes ces activités agricoles ou industrielles produisent des déchets. Des déchets qui contribuent à la pollution des eaux et sur les plages, à la prolifération des algues vertes. Ne rien faire, irresponsable. Renoncer à produire, impensable pour une population qui s'est battue pour créer et maintenir tous ces emplois en Bretagne. Une autre idée fait son chemin. Faire de ces déchets une nouvelle ressource. Une idée toute simple qui montre que décidément dans le cochon, tout est bon. Même la merde. Au lieu de détruire ou d'éliminer les déjections animales, pourquoi ne pas en tirer profit? Les lisiers de porc, comme tout déchet organique, peuvent servir à produire du méthane. Ce gaz combustible fait tourner des moteurs qui eux-mêmes produisent de l'électricité revendue à EDF. C'est la principale fonction de la toute nouvelle usine Geotexia. Ce qui paraît encore une nouveauté en France ne l'est plus du tout au Danemark ou en Allemagne. Dans le Menet, une petite région du centre-Bretagne, les pionniers de Geotexia ont attendu 12 ans avant que leur projet aboutisse. Comment expliquer un délai aussi long? Quelles sont les raisons du retard français? Le nucléaire, évidemment. Car en France, le nucléaire maintient artificiellement un prix de rachat trop bas de l'électricité. Mais le monde agricole a aussi sa part de responsabilité, car les différentes filières de l'agroalimentaire ont refusé le choix de la méthanisation agricole. Une technologie qui permet pourtant de transformer les lisiers en digestat, un engrais organique de très bonne qualité. Tout commence il y a 20 ou 30 ans. C'est dans ces années-là que se sont installés la plupart des paysans du Menet, ceux qui sont à l'origine de l'usine de méthanisation Geotexia. Je me suis installé donc en 1986 sur une toute petite surface, 13 hectares, avec un élevage porc de 42 truies. Exploitation tout à fait familiale. J'ai doublé mon élevage puisque c'était en Bretagne, tout le monde doublait les élevages. Moi, je suis passé de 42 à 84 quand les autres passaient de 150 à 300 truies ou de 100 à 200 truies. Donc, une partie de mes déjections animales, de mes lisiers, était pendue chez des tiers, des copains, parce que la législation le permettait à ce moment-là, puisqu'on avait des autorisations à 210 unités d'azote organique à l'hectare. La nouvelle réglementation européenne des années 90 exige des éleveurs qu'ils respectent des plans d'épandage. C'est-à-dire qu'ils doivent répandre leurs déjections animales en fonction d'un calendrier et en proportion de leur surface agricole. C'est le problème des élevages hors sol qui, par nature, manquent de surface agricole. Quand il s'est installé il y a 30 ans, Denis Dessaudres n'avait pas le choix. Quand je me suis installé, mon père m'a donné 50 arts. Et j'ai donc commencé par faire le bâtiment qui est derrière, là, on va le voir en descendant. Et dans la foulée, j'ai commencé ma maison, autoconstruction. J'avais des voisins qui produisaient du lait, et eux, ils avaient donc besoin de matières fertilisantes, et donc les effluents, moi, je leur mettais à disposition. Et moi j'ai toujours conçu ça comme la terre au laitier, et ce qui permettait, disons, avec une bonne entente, aux producteurs de porc, de produire du porc. Ensuite, il fallait quand même avoir des plans d'épandage, mais bon, d'une façon, c'était quand même assez souple par rapport à aujourd'hui, si on veut, quoi. Les normes de rejet au niveau des animaux ont vraiment été bien calculées, hein, et les normes d'assimilation des plantes sont bien connues également, et il faut un équilibre entre les deux. Et aujourd'hui, c'est vraiment une fertilisation réelle, quoi. Alors qu'en 1980,
Bon, on épandait le lisier, peu importe les quantités, et c'est vrai qu'on a fait n'importe quoi. Et aujourd'hui, on en paye les frais, quoi. Voilà. Une grande partie de la Bretagne se trouve en zone d'excédent structurel. En clair, les terres ne peuvent pas absorber tous les déchets organiques générés par l'agriculture intensive. Dans les élevages hors sol, l'alimentation animale est fournie par des groupements ou des coopératives. L'organisation collective de cette filière est à l'origine de la réussite de l'agroalimentaire en Bretagne. Pendant plus de 20 ans, c'est l'une de ces coopératives qu'a dirigé Jean-Claude Cornet. D'abord, effectivement, la Bretagne a connu un développement énorme dans les productions animales. Et à cette époque-là, on ne parle pas du tout de méthanisation. Peut-être qu'il y a quelques esprits bien éclairés qui commencent à en parler, mais en tout cas très peu. On parle plus de mise aux normes, de ZES à partir de 1994 et ainsi de suite. Donc le problème de méthanisation ne se pose pas vraiment. Il va se poser essentiellement pour le lisier de porc. Et donc on entreprend, en tant que directeur général d'une grosse coopérative à l'époque, des déplacements à l'étranger qui ont déjà avancé dans la méthanisation. On va d'une part vers l'Espagne, qui monte de grosses usines collectives, mais terriblement aidées, ou vers l'Allemagne, qui est effectivement la méthanisation à la ferme. Et très vite, on se rend compte que ces projets, dans l'état actuel, on est en l'an 2000, je le rappelle, ne peuvent pas être mis en place ici. Pourquoi ? Parce que la France est très axée énergie nucléaire, énergie bon marché, même si on ne compte pas tout, mais en tout cas, énergie bon marché. Et les prix de reprise à cette époque-là pour les autres énergies ne permettent pas à celles-ci de se développer. Donc pas d'investissement dans aucun autre secteur, que ce soit l'éolien, la méthanisation, le solaire. On voit bien qu'il n'y a aucun investissement dans ce domaine-là. Je pense que si on s'était préoccupé de ces problèmes-là il y a une dizaine d'années ou il y a 15 ans, on avait les moyens. Et c'était à nos coopératives, justement, d'être à l'initiative de tels projets. C'est vrai, nos dirigeants de COP n'ont pas mordu l'hameçon. Alors que, bon sang, c'était un projet qui assurait la pérennité de nos élevages, donc la pérennité de nos outils en aval. Et alors qu'aujourd'hui, c'est quand même assez fragilisé parce que si nous, on ne peut plus produire, derrière, il n'y aura plus de minerais. Hein. Et on trouve ça un peu dommage, avec le recul qu'on n'ait pas été soutenu par nos pères, en fin de compte. Hein. Je vais parler très franchement, il y a encore très peu de temps, les organisations professionnelles officielles, pour parler clairement, étaient indifférentes, si ce n'est contre la méthanisation, quoi. Elles restaient sur le discours, ça a été un échec, et donc la méthanisation ne fonctionne pas. C'était ça le discours. La méthanisation ne fonctionne pas. Les organisations agricoles... Depuis 15 ans, Gilles Petitjean dirige l'ADEME Bretagne, une agence de l'État dévolue aux énergies nouvelles. Oui, on en reparle depuis 2-3 ans parce que de nouveau, il y a eu une crise énergétique, de nouveau, il y a eu un contre-choc pétrolier. Et puis, d'un seul coup, on s'est rendu compte qu'il y avait 5000 installations agricoles en Allemagne, par exemple. Sans parler du Danemark, de la Suède, de la Belgique, de Luxembourg, etc. 5000 installations de méthanisation en Allemagne. De ce coup, on s'est dit, mais attendez, c'est quand même incroyable, 5000 installations. Et en France, on était capable d'en détecter une. 5001, voilà. La production d'électricité est vitale pour la Bretagne, qui ne couvre que 8% de ses besoins. Il y a donc urgence à soutenir les projets d'autonomie énergétique. Sans les subventions de l'ADEME, Géotexia n'aurait jamais pu voir le jour. Ça va, oui. Alors, combien tu m'en prends, là? 31. Combien? 31. Ah, d'accord, ok. Denis Dessaudres adhère très tôt au projet. Ouais. Ces lisiers en excédent vont être livrés à Géotexia. Mais au-delà des avantages matériels, c'est pour lui, éleveur de porcs, l'occasion de reprendre la main sur le territoire. Allez. Je pense que le projet qu'on a créé, vraiment, c'est quelque chose de vrai et de profond. Et là, c'est vraiment l'adhérent de base qui est à l'origine du projet. Et pour nous, c'est capital. Et c'est quand même un peu un pied de nez à tous nos responsables. Et
Et je pense qu'on s'en sortira que si on prend en bras le corps nos problèmes nous-mêmes. Le fait de se fédérer, ça permet aussi d'apporter des capitaux. Hein. Pourquoi on a apporté 500 000 euros? C'est parce qu'on était 30. Hein. Et là, ça nous donne un droit d'avoir la parole. Hein. Parce qu'autrement, on se faisait bouffer. Ils sont maintenant 33 paysans du Mené à avoir fait caisse commune. Mais il a fallu trouver des partenaires. Des choix technologiques et financiers guidés par l'association Elle, co-gérée par l'ADEME et l'organisation agricole des CUMA. Armelle Damiano en est la principale coordinatrice. Quant à la genèse du projet Géotexia, elle revient à Dominique Rocabois. Donc là, les 2 digesteurs, là, c'est pareil, c'est 2 digesteurs de 3000 m3. C'est en acier vitrifié, en trifusion en haut et une toiture en... Alors on se trouve dans l'un des 2 digesteurs, l'organe principal de l'outil de méthanisation de l'usine Géotexia. Et donc on se trouve au cœur du futur processus de dégradation de la matière organique qui, une fois mis en service, bien sûr, sera entièrement fermé et rempli de substrats prêts à être digérés. Donc on le voit aujourd'hui, mais on ne le verra plus par la suite, l'intérieur du digesteur. Digesteur. Les 2 grandes cuves de Géotexia portent bien leur nom, car la méthanisation s'apparente à une digestion comme dans l'estomac d'un être vivant. De cette digestion se dégage un biogaz. Ce gaz, il est lavé, séché, compressé et envoyé donc sur 2 gros moteurs de cogénération. Voilà, et on va vendre de l'électricité. À terme, ces moteurs couvriront les besoins en électricité de 4600 foyers. La digestion génère aussi un coproduit, le digestat. Ce digestat est séché, conditionné sous forme de 2 engrais, l'un solide, l'autre liquide, tous 2 très fertilisants. Mais il reste encore de l'eau. On s'en sert pour irriguer des TTCR, des saules, lesquels saules vont être récoltés tous les 2 ans pour être acheminés sur des plateformes bois énergie, puisque ici, la collectivité locale a eu l'intelligence de faire un projet global et on a besoin donc de plaquettes de bois pour alimenter les chaudières. Donc c'est une boucle environnementale qui est faite. Il est hors de question de faire un projet qui ne soit pas rentable économiquement. Et les intrants de Géotexia, certes, sont des lisiers, mais sont aussi, et en grande partie, des bouts issus des collectivités locales ou de l'agro-industrie locale. Donc c'est bien un projet de territoire qui ressemble étrangement à ce qu'on a vu il y a pratiquement 15 ans au Danemark. Le projet n'est pas un copier-coller de ce qu'on a vu là-bas parce que les contraintes du territoire sont différentes, mais voilà, l'essentiel du projet est là et on a continué dans cette dynamique. En tant que territoire, le Danemark a des caractéristiques très semblables à la Bretagne. Superficie et population équivalentes, rôle moteur de l'agroalimentaire dans l'activité économique. La différence, depuis 30 ans, le pays investit massivement dans les énergies renouvelables. Aujourd'hui, c'est un des leaders mondiaux de l'éolien, mais aussi de la méthanisation agricole. The biogas sector developed in Denmark is a result. Le développement du biogaz au Danemark est le résultat d'une volonté politique. C'est l'élément de base pour réussir à développer ce type de technologie. Dans n'importe quel pays, vous avez besoin d'une volonté politique.
Nous avons aussi une tradition exceptionnelle de collaboration et de coopération. C'est probablement le secret du succès au Danemark, en plus du soutien des agriculteurs. Les agriculteurs danois ont une longue tradition de création de coopératives. Alors que dans d'autres pays, c'est plus difficile de réunir les agriculteurs dans des coopératives pour travailler ensemble, c'est très facile pour nous au Danemark. La majeure partie du biogaz danois est produite par 20 usines, de grosses unités de plusieurs mégawatts. Elles fonctionnent depuis longtemps. Linkogas a été créé en 1990. On en prévoit le double dans 10 ans. Nous gagnons notre argent en vendant de l'électricité et de la chaleur. Et nous percevons des taxes de l'industrie. C'est de là que vient notre revenu. Vous êtes aidé par le gouvernement? Notre production d'électricité est aidée par le gouvernement, mais c'est tout. Toutes les subventions au Danemark sont liées à la production d'électricité. Si on ne regarde que la comptabilité des grosses unités de méthanisation, il y en a très peu qui gagnent de l'argent. Mais je ne pense pas qu'il soit juste de voir ces grosses unités uniquement sous l'angle de l'économie de marché. Il faut prendre en compte toutes les retombées et si on prend en compte ces externalités, l'économie des grosses unités apparaît radicalement différente et vraiment durable. Nous travaillons surtout avec du lisier. 80% de la biomasse entrante est constituée de lisier. Mais ça ne procure que 42% environ du biogaz. Les 20% restants viennent de l'industrie qui, elle, procure 60% du biogaz. En quantité, le lisier est la part la plus importante. Mais pour la production de biogaz, ce sont les déchets industriels. Il y a toujours eu au Danemark, et maintenant plus qu'avant, un facteur limitant au développement du biogaz. Nous n'avons pas assez de déchets organiques disponibles en complément du lisier. Nous utilisons 100% de ce que nous avons. L'industrie agroalimentaire danoise s'est très peu engagée dans le biogaz. La majorité des grosses unités ont à leur tête des groupements d'agriculteurs, comme celui auquel appartiennent Christian Schulz et sa femme. Voilà les petits cochons. En provenance directe de leur mère, nous les achetons à environ 8 kilos. And those here we'll have them for about a week. I think it's a new mother. Les éleveurs, ils n'ont vraiment rien à payer et nous leur donnons pas d'argent. Nous leur donnons pas d'argent, mais ils ont de meilleurs engrais. C'est leur bénéfice. Nous nous chargeons de la logistique, car nous collectons le lisier directement à partir des exploitations et les livrons dans un rayon de 4 à 5 km, gratuitement. Ils tirent vraiment beaucoup de bénéfices du méthaniseur. Vous n'avez jamais entendu ça, mais c'est comme ça. Ça ne coûte pas cher, on ne gagne pas beaucoup, c'est seulement des petites choses. Meilleurs engrais qui ne sont pas beaucoup,
La logistique pour la collecte et la livraison. Ce n'est que des petits avantages que les éleveurs tirent du biogaz. J'ai 70 hectares et je fournis un méthaniseur en Allemagne. Mais je pense que le biogaz allemand a des intérêts très différents des nôtres. Parce qu'ils gagnent de l'argent avec ça. Et c'est pour ça qu'ils le font. Aussi, si l'addition pouvait être plus élevée chez nous, je pense que ce serait un bon moyen de faire un peu plus de biogaz au Danemark. Moi, je travaille avec le groupement Elport, qui a constitué un GIE avec des établissements carmenés. Ça veut dire que Elport, les adhérents d'Elport s'engagent à livrer leurs animaux aux établissements carmenés. Et c'est le cas de mon élevage. Voilà. Donc, la distribution commence. Voilà. Donc là, on peut constater que tout le monde est à l'auge et puis il n'y a pas de problème particulier. Les établissements carmenés vont approvisionner Geotexia en coproduit à la hauteur de 22 500 tonnes à peu près de boue issue de leur station d'épuration. Au niveau financier, et ça sécurise le projet et puis en plus ce sont des boues assez méthanogènes, donc pour nous c'est un bon point. Voilà. Évidemment, le facteur entrant nous pose problème, notamment les boues. Donc les boues, point d'interrogation, c'est vrai, il y a risque, il faut qu'on soit très fort économiquement pour répondre aux attentes de ces industriels, sans perdre notre âme dans ce projet-là. Et il y a tout un pan de la biomasse, je veux dire par là, le tri sélectif de la troisième poubelle, la restauration collective, aujourd'hui qui s'en va soit en incinération, soit en compostage ou en enfouissement. Incinérer, enfouir et même composter, c'est détruire ou contourner le problème. La méthanisation permet au contraire de valoriser toute la matière organique, toute la biomasse. Mais sur ce marché, les déchets de l'agriculture, les ordures ménagères des collectivités locales et les boues de l'industrie agroalimentaire sont aussi des concurrents. Lequel des trois l'emportera sur les deux autres? Personnellement, je suis plutôt pour des installations de méthanisation plutôt portées par le monde agricole, parce que ça me paraît fondamental. Si on veut être dans une logique de valorisation derrière, il faut que le monde agricole soit associé, tout de suite. C'est ce retour à la fonction d'origine, toujours dans le cadre d'un retour au sol, toujours dans le cadre d'une complémentarité entre le monde agricole et les collectivités, un rapprochement, finalement, plutôt que d'avoir des mondes qui s'opposent, on trouve des logiques d'intérêt réciproques et croisées, Donc moi je trouve ça génial, Allons-y. Baie de Saint-Brieuc. L'enthousiasme de Gilles Petitjean s'est traduit ici par de fortes subventions. L'ADEME a assuré près de la moitié du financement d'une installation pionnière. Ici, sur les plages, la collectivité est contrainte chaque été de ramasser les algues vertes. Une prolifération dont les élevages hors sol sont en partie responsables. Le porteur du projet, Alain Guillaume, a également reçu l'aide de Jean-Yves Cornec. Moi, j'ai été toujours très optimiste sur le dossier. Pourquoi? Parce que je croyais beaucoup dans Alain, dans sa famille, parce que c'était un dossier lourd, difficile, et je connaissais aussi ses compétences techniques, et puis je savais bien que psychologiquement, il fallait que je l'aide par moment, et c'est ce que j'ai fait, personnellement. L'expérience que vous menez, elle était largement minoritaire. Unique. Donc vos collègues, comment est-ce qu'ils jugeaient ces initiatives? Ouais,
c'est bon pour Corneg et puis son espèce de poisson pilote qui est Alain Guillaume. Et puis voilà. Donc les gens, ils en sourient au départ. Mais après, devant la réussite sur un certain nombre de projets, c'est vrai qu'on commençait à être pris au sérieux. Et les résultats de l'entreprise, en plus, justifiaient que cette réflexion moyen terme consolidait l'entreprise pour l'avenir. Ça finit un bâtiment, alors là, comme ça. Le poisson pilote, Alain Guillaume, a finalement créé sa propre société sur la commune de Plélo. J'ai essayé d'initier sur le secteur un dossier collectif, le même qui est en place aujourd'hui dans le Mené et qui n'a pas pu aboutir pour différentes raisons. Des différentes raisons qui sont politiques, d'acceptabilité de la population, les agriculteurs qui n'étaient pas prêts non plus à s'engager dans une démarche collective. Alors aujourd'hui, vous êtes 100% indépendant. C'est à vous. 100% indépendant, il n'y a personne d'autre au capital de la SARL Gazéa, autre que moi, ma famille, avec mes enfants. J'ai 2 filles, dont une qui va revenir sur l'exploitation prochainement. On ne doit pas, nous, définir le destin de nos enfants. Si ces investissements qui ont été faits et qui sont derrière moi aujourd'hui, ce sont des investissements qui ont été réfléchis et qui ont été décidés avec des enfants. Et elles ont participé au développement de ce projet-là pour qu'eux puissent avoir un avenir en agriculture. Voilà, donc ça c'est un de nos transporteurs qui amène des graisses de flottation sur le site. Je vais aller, tiens, salut. Voilà, ça va? Ça va? Ouais, dans celle que tu veux. Elles sont vite toutes les deux. Elles sont vite toutes les deux? Ouais, ouais. Moi je travaille pour la société CED Environnement qui est une filiale de Veolia Environnement. Et CED Environnement s'est intéressé à la méthanisation agricole depuis à peu près 5 à 6 ans maintenant. En 2006, il y a eu une augmentation du tarif de rachat électrique qui a permis un démarrage de la filière ici en France. Donc on s'intéresse en France depuis 2006-2007 à cette activité-là. Concrètement, les premières installations qui ont démarré, c'est celle d'Alain Guillaume qui a démarré en 2009. T'as qu'à me donner le bon, comme ça je vais le remplir. Ah ben ça va bien, ouais. Le contrat que nous avons avec Alain Guillaume, c'est un contrat de fourniture de sous-produits d'origine industrielle principalement, pour l'alimentation de son digesteur. Donc on a un contrat qui nous lie sur 7 ans aujourd'hui, pour fournir à peu près 3000 tonnes de matière, donc qui sont principalement aujourd'hui des graisses de flottation qui viennent de l'industrie agroalimentaire, le plus local possible, donc sur l'agglomération de Saint-Brieuc, de Guingamp, principalement ces deux agglomérations-là. Mais c'est un contrat financier. C'est un contrat financier, puisqu'on rémunère Alain Guillaume pour une prestation de traitement de déchets, effectivement. Ouais. Alors qu'en France, agriculteurs et industriels cherchent encore à définir leur partenariat, l'Allemagne a fixé les règles. Chacun chez soi. Guillaume Poncin, qui travaille pour une entreprise allemande, MT Energy, l'a appris à ses dépens. Difficile pour lui de vendre en France des projets conduits par des agriculteurs. Pas assez rentable par rapport à l'Allemagne. 95% de nos clients sont des agriculteurs. Et c'est eux-mêmes qui investissent dans leur propre installation. C'est eux-mêmes qui récupèrent la valeur ajoutée. Certes, l'investissement est élevé. En revanche, il y a une véritable rentabilité, ce qui permet donc un financement local et un développement local. Là, on voit donc les silos d'ensilage. Donc l'ensemble de l'ensilage présent sert à nourrir l'installation de biogaz, qui fait 700 kW. Il a commencé avec 2 digesteurs et un stockage de digesta. Et après, il a agrandi, il a rajouté un stockage de digesta pour augmenter la puissance.
Le revenu de l'exploitation agricole, si on tient compte de tout, ça s'est nettement amélioré. Même si c'était bon avant, ça s'est encore nettement amélioré. Combien rapporte le méthaniseur? Oh, c'est plus que la moitié. Hein. On peut aussi se poser la question d'investir soit dans une grande étable pour l'élevage laitier, soit dans un méthaniseur. C'est le même prix. Mais le méthaniseur a en Allemagne un meilleur rendement que l'élevage laitier, jusqu'à présent. Ça peut changer dans l'avenir. En ce moment, les prix du lait montent. Dans les 5 dernières années, c'était pas comme ça. Et c'est ce que je vois dans l'agriculture. Quand on remonte de 10 ans en arrière jusqu'à aujourd'hui, face à la puissance de la grande distribution, Aldi et les autres, c'est que nous avons toujours accepté de les fournir, et toujours moins cher. Cette époque-là est révolue, parce que l'agriculture a une alternative avec les nouvelles énergies. Et quand les prix des produits alimentaires ou les fournitures pour les produits alimentaires sont très à la baisse, l'agriculteur laisse tomber. C'est évident que ça ne va pas plaire du tout aux industries agroalimentaires. Ce que disent les agriculteurs, il y a un seuil à ne pas dépasser, sinon on laisse tomber. Et c'est ce qu'il y a de tout nouveau. La donne a en effet changé en Allemagne, car ce sont les agriculteurs et les exploitations individuelles qui sont les principaux bénéficiaires de la politique en faveur du biogaz. Le méthane est produit à partir de plantes énergétiques, comme le maïs, et sans l'apport de déchets industriels. La vertu de la séparation donc, de l'industrie agroalimentaire et du milieu agricole est de mettre en place une véritable limite et d'éviter des confusions. Agriculteurs et industriels allemands font méthaniseurs à part, avec comme conséquence une émergence d'entreprises de méthanisation au sein du milieu agricole et rural. C'est le cas de Biogas Reiter en Bavière, avec plus de 1300 installations construites à ce jour. Hallo, Herr Danseisen. Ja, genau. Okay, alles klar. Bis dann. Jo, ciao. Diese Anlage ist schon. L'installation est bien différente que sur la photo. L'installation s'est maintenant agrandie. C'est devenu plus important. Ici, on a construit des digesteurs. C'est toujours une exploitation agricole, ça doit le rester. Nous avons juste séparé les activités. D'un côté, la construction et la conception des méthaniseurs, et de l'autre, nous voulons rester des agriculteurs. On doit rester en contact avec le terrain, parce que sinon, on régresse. La technologie Reiter m'a totalement séduit, parce que c'est d'abord un agriculteur qui a développé ce process. Entre nous, c'est un climat de confiance qui s'est installé. Il a 25 ans d'expérience en Allemagne dans la méthanisation et ça fait partie d'un leader de la méthanisation en Allemagne. Sur notre exploitation, les matières entrantes utilisées sont tout d'abord le maïs en silage. Nous avons aussi de l'ensilage d'herbes ou des déchets de céréales. Et nous devons travailler sur notre image avec les méthaniseurs. Notre réputation n'est pas très bonne, parce que nous avons fait beaucoup d'ensilage de maïs. C'est là-dessus que nous travaillons actuellement. 700 000 hectares de maïs. Imaginez un département breton entièrement couvert de champs de maïs. Ces cultures énergétiques sont devenues omniprésentes en Allemagne, à tel point qu'elles colonisent certaines régions comme la Basse-Saxe, au détriment des anciennes prairies. C'est dans les grandes plaines du nord de l'Allemagne, dans un sous-bois préservé,
que s'est réfugiée l'association de défense de l'environnement, BUND. Le BUND est devenu avec le temps un peu critique sur ce qui se passe en Basse-Saxe, parce que les méthaniseurs sont de plus en plus gros. Et de ce fait, autour des méthaniseurs, il se développe une sorte de monoculture. Ce n'est pas seulement le BUND, mais aussi la population qui voit ça d'un œil critique. Celui qui, comme moi, est passé à travers un tunnel de maïs et ne voit plus rien du paysage, sait que le citoyen moyen, lui aussi, est stressé par les cultures de maïs en Basse-Saxe. D'un autre côté, avec cette tendance en Basse-Saxe, le lisier de l'élevage intensif se trouve concrètement bonifié grâce à la méthanisation. Donc c'est vraiment une bonne technologie pour développer les énergies renouvelables. Et l'enjeu, c'est de créer un vrai poids lourd des énergies renouvelables. Car un méthaniseur, ça tourne 24 heures sur 24. On ne manque jamais de vent, ni de soleil, comme avec des panneaux solaires. Un tel consensus n'est pas possible en Bretagne, où la mauvaise qualité des eaux qui se manifeste par les marées vertes reste un problème majeur de l'environnement. Car si la méthanisation agricole valorise les lisiers, elle n'élimine en aucun cas les quantités d'azote. Pour réduire les marées vertes, il faut réduire les quantités d'azote qui circulent dans nos rivières. Et pour réduire les quantités d'azote qui circulent dans nos rivières, nous avons besoin de réduire les quantités qui sont épandues sur les territoires. Et donc, il est aujourd'hui inexact de laisser croire que la méthanisation pourrait nous aider à réduire les excédents d'azote et de phosphore. Et malheureusement, les premiers exemples que nous avons vus, en particulier à Plélo sur le bassin versant de l'Ic, ont bien montré que non seulement on n'avait pas, en développant la méthanisation du lisier de porc, réduit les quantités d'azote épandues sur le territoire, mais pire, on les avait aggravées, puisque pour alimenter le méthaniseur, il a fallu importer de l'extérieur un certain nombre de matières, des déchets de légumes, des tonnes de pelouse, et que toutes ces matières, elles amènent des quantités d'azote supplémentaires. Et dans le cas de Plélo, la comparaison, hélas, l'a bien montré, on avait, après méthanisation, plus d'azote à épandre que l'on en avait avant d'avoir mis en place ce process. Avec la méthanisation, le problème se déplace du lisier au digestat, à qui il faut maintenant trouver un débouché. Et ça, dans un contexte d'excédent structurel. Comme il n'y a plus suffisamment de terre pour tout le monde, pour justement satisfaire à la production d'azote qui est issue et qui est générée par l'agriculture et les collectivités locales aussi, parce qu'il faut en tenir compte, eh ben, on se trouvait dans une impasse. L'impasse a été solutionnée en mettant un sécheur qui nous permet de sécher le digestat et d'exporter tout ce qui est en excédent hors zone. On va aller voir le sécheur un peu. Ouais. Il n'est pas très long, hein. Je m'attendais à avoir quelque chose de beaucoup plus long que ça. Non, ça fait 40 mètres carrés de surface de séchage. Donc l'air chaud, elle est obligée de passer par là. Ouais. Les ventilos sont ici. D'accord, pour l'absorption. Ouais, pour mettre en dépression. Donc c'est ça. Ouais. Ce qui fait que l'air chaud arrive carrément dessous. Enfin, pour moi, c'est performant. Ah ouais. Et les mesures sont faites comment Ah ben là, tu as un petit vérin, là. Ouais. Là. Ouais. Donc les électrodes descendent dans la matière. Donc ton produit final, il sort ici? Non, il sort de l'autre bout. Et il repart de l'autre côté? Il remonte après en tête? Ouais. Certains pays européens ont des digestats qui peuvent être normalisés, donc qui peuvent être vendus.
Aujourd'hui en France, un digestat issu d'une méthanisation agricole qui traite des déchets industriels ne peut pas être normalisé. C'est-à-dire on est toujours dans une logique de déchets et donc une gestion de ce digestat en plan d'épandage. Donc avec des coûts liés à cette gestion derrière qui nous limite encore sur la rentabilité des installations. Les sociétés de traitement de déchets aimeraient bien qu'après méthanisation, tous les déchets forment un produit unique, normalisé, quelles que soient leurs origines, agricoles ou industrielles. Les jeux ne sont pas encore faits. En attendant, Alain Guillaume s'arrange avec un de ses voisins, éleveur de bovins. Pour M. Guillaume, je lui envoie du fumier et lui, il va me donner le digestat. C'est que ça, par contre, ça restait un échange seulement. C'est-à-dire que fumier et digestat. Donc à chaque fois que je lui enverrai du fumier, il va faire son calcul et moi je prendrai le digestat en conséquence de ce que je lui ai envoyé. Voilà, en fait, il n'y a pas du tout de contrat financier, c'est comme un troc. Non, voilà, c'est un échange. Tout, c'est que ça reste qu'un échange. Si un jour ce digestat, composé d'azote organique, est proposé aux céréaliers, il rentrera en concurrence directe avec les engrais chimiques de l'industrie. En tant que dirigeant, on essaie, nous, de voir la politique moyen terme et effectivement de continuer à utiliser des doses massives d'engrais chimiques et suicidaires dans nos régions. On paye plus cher des produits alors qu'on a de l'azote organique dans cette région qui coûte beaucoup moins cher et qui pourrait être utilisé. Donc effectivement, moi j'ai là-dessus objectivement été toujours très opposé à l'utilisation massive d'engrais chimiques alors qu'on avait d'autres solutions à utiliser sur place. Un jour, on sera content d'avoir ces matières organiques en quantité en Bretagne. Alors je ne dis pas qu'on a peut-être de trop, hein. Mais globalement, d'après nos calculs, nous, on dit que c'est plutôt un problème de répartition. C'est que c'est mal réparti. Et qu'il y a compétition entre les matières organiques. C'est-à-dire qu'on oppose facilement les déjections animales aux bouts de station d'épuration, par exemple, des collectivités. Le monde agricole disant, nous, on ne veut pas des bouts de station d'épuration parce que priorité aux déjections animales. Bon. Nous, on dit, un déchet organique, quel qu'il soit, il doit retourner au sol. C'est la logique la plus intéressante dans le cadre d'une société plus environnementale, qui s'engage vers le développement durable, etc. C'est ça. Mais combien de temps faudra-t-il attendre avant l'heureux avènement du développement durable? Même les différentes filières agroalimentaires, bovins, porcs ou céréaliers, n'ont jamais réussi à se mettre d'accord sur les engrais organiques. C'est le monde du chacun pour soi. Entre-temps, combien de paysans auront disparu? Ici, on n'a pas trop d'agriculteurs, mais on a sans doute un peu trop de cochons. On est aujourd'hui en 2011. Je fais le pari qu'en 2015, des petits agriculteurs comme moi, il n'y en a plus. Alors qu'on est sur le territoire, on vit bien de notre territoire, on vit bien dans notre territoire. Et je ne vois pas au nom de quoi on doit disparaître toujours pour faire des grosses structures qui sont intransmissibles. Donc là, le facteur humain vient s'additionner à un projet technique. L'aspect technique, c'est pas ça qui m'anime. C'est plus l'aspect humain, inventer le lendemain. De la prospective, je pense qu'avec des outils, notamment collectifs, on est capable de le faire. Et si on le fait de manière individuelle, on va dans un goulot d'étranglement que uniquement l'économie a sa raison. Et malheureusement, on voit bien ce que ça donne aujourd'hui. C'est pas souhaitable pour l'ensemble des citoyens. Le fait de côtoyer des gens très sensibilisés comme Dominique au sein du groupe, c'est vrai que les gars, on se dit non, il faut qu'on arrête de déconner, on n'est plus forcément que des producteurs de porc. Il y a tout ce qui touche l'environnement, on a un milieu à défendre, on a une région à défendre.
Et je pense que le fait d'être dans un groupe de 30 éleveurs comme ça, ben, les gens s'impliquent. Et puis, le fait d'appartenir au groupe, ben, ils disent attention, je suis responsable, je dois représenter le groupe aussi. Et l'idée générale développée par le groupe. Exactement, entièrement d'accord avec toi. Monsieur le directeur général. Non. Alors moi, je vais surtout vous parler de comment je vais dire, du transport de lisier, parce qu'il y a déjà eu un essai de fait chez certains. On a démarré plus tôt que prévu, puis après ça s'est calmé. Vous savez qu'on a fait les essais, j'ai fait 15 minutes, quoi. Là, on a un camion qui est propre. Il fait 6 tournées par jour, quand la pompe de l'usine va être opérationnelle. Quand on a créé le groupe, une de nos idées, c'est de ne pas profiter de Géotexia pour accroître le développement de la production porcine. On est comme on est, et on fait avec. Et on solutionne nos problèmes. Parce que c'est sûr que les ultralibéraux vont profiter d'un système comme Géotexia pour accroître la production et générer encore d'autres problèmes, quoi. Nous, on se cantonne à notre production et on fait avec, quoi. Voilà. 17 juin 2011. Il pleut des cordes sur le mené, mais tous mettent la main à la pâte. Plus rien n'empêchera désormais l'inauguration de Géotexia. Le pupitre, ouais, c'est pas le pupitre là, c'est bien le pupitre qui vient de Mosaïque, hein. C'est pas le pupitre bois là. Tu me fais douter. Aujourd'hui, c'est Géotexia, c'est l'évolution du projet, tout le contexte qui entoure le projet qui nous passionne, quoi. C'est génial, moi je trouve. Il y a plein de choses. C'est tous les jours qu'on a des nouvelles rencontres. C'est la vie, moi je dis. C'est pas d'être en train de. C'est ni plus ni moins que comparer le producteur de porc, c'est un mec qui est à la chaîne en fin de compte. Hein. Et hop, d'ailleurs pour bosser en usine, il faut poser sa tête avant l'usine et puis autrement on ne tient pas. L'éleveur de porc, pour moi c'est pour ça aujourd'hui. C'est le mec qui ouvre les yeux, qui regarde par-dessus le talus, qui va un peu en voyage, qui regarde qu'est-ce que font les autres, qu'est-ce qu'il y a de bien de fait, qu'est-ce qu'il y a moins bien, et tout ça, c'est la... Je sais pas moi, et puis... Je suis très heureuse de voir ce projet aboutir et je suis très fière qu'il soit implanté sur le territoire de la commune de Saint-Gilles. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole pour vous souhaiter la bienvenue sur Géotexia. Effectivement, voilà 12 ans, nous nous engagions dans un projet complètement utopique pour beaucoup d'entre vous. Comment concilier environnement, économie, tout en gardant un maximum de petites et moyennes exploitations. On reprend la main sur notre destin, alors que pendant 25 ans, on a laissé notre destin dans les bureaux de la coopérative, où les gens, avec ton argent, décidaient à ta place. Donc, je crache pas dans la soupe. Hein, il y a eu besoin de ces outils-là. Maintenant, on va dans un mur. Et si nous, on n'alerte pas, parfois de manière un peu abrupte, j'en conviens, eh bien, ma foi, il sera trop tard. Il n'y a pas de ciseaux ici. L'objectif, c'est d'atteindre un seuil suffisant en 2020 en matière d'installation de méthanisation. Et l'objectif, c'est de faire 50 à 100 installations de méthanisation par an en Bretagne. Hein, d'ici, là, il faudrait commencer maintenant, quoi, hein. Il y a eu la phase de gens très critiques qui disaient que ça ne marchait pas. Il y a eu des précurseurs qu'on connaît, hein, qui se sont battus, se sont débrouillés pour monter les installations tout seuls, qui ont montré que ça marchait. Et puis, il y a eu les sceptiques qui disaient oui, ça marche, mais c'est pas rentable tant qu'il n'y a pas les conditions tarifaires comme en Allemagne. Et puis les conditions tarifaires sortent et tous ces gens-là se précipitent sur le marché, quoi. Donc, c'est comme ça, je ne peux pas porter de jugement là-dessus, quoi. Je préférerais effectivement personnellement qu'on soit sur des modèles un peu plus valorisants pour les hommes, et valorisants pour les initiatives locales. Mais bon, il y a aussi un marché, quoi. On est dans un système de marché, donc...
Ce serait donc le marché qui aurait le mot de la fin. Quand les grandes sociétés agroalimentaires ou de traitement des déchets s'intéresseront vraiment au marché de la méthanisation, quel poids auront encore les paysans bretons? Les galettes vont être servies sur place. J'insiste, s'il vous plaît, vous vous asseyez, les galettes seront servies sur place. Autrement, c'est impossible de les servir. Merci de votre compréhension. Marché ou pas, la France en est encore à l'heure des choix. Le verrou principal demeure la prédominance de l'énergie nucléaire.